J'ai vu les flammes dans ses yeux quand elle a arraché le papier, pas pour déballer un trésor, mais pour le profaner comme un rituel de destruction. Le foulard en soie que j'avais choisi pendant des heures à la Samaritaine, ce geste d'amour filial que j'avais cousu moi-même d'un fil de mémoire, elle l'a piétiné avant de le fourrer dans la poubelle, en riant, de la camelote pour une ingrate comme toi. Et moi, j'ai souri en silence, parce que la revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les veines, et le lendemain, ce même foulard a orné le cou de ma belle-mère, transformant son regret en poison lent. Paris, cette ville qui avale les secrets comme la Seine avale les pluies d'automne, m'a toujours paru un labyrinthe de miroirs brisés. J'étais Élise, 28 ans, fille unique d'un divorce qui avait fissuré notre famille comme une assiette de porcelaine de Limoges. Ma mère, Claire, était une fleuriste au marché aux fleurs, avec des mains calleuses qui maniaient les tiges épineuses comme des armes. Elle m'avait élevé seule après que mon père, un architecte distant, avait filé avec sa secrétaire ou du moins, c'est ce qu'elle me racontait, les lèvres pincées, les yeux rougis par des verres de vin trop vite bu. Il t'a abandonné, ma chérie, comme il m'a abandonné, répétait-elle, transformant chaque anniversaire en autel de rancune. Mais la vérité, je l'avais déterrée un soir d'adolescence rebelle, fouillant dans ses tiroirs comme on pille un tombeau. Les lettres jaunies, les factures impayées, les cris étouffés derrière les portes closes. Ce n'était pas une trahison fulgurante, c'était une érosion lente, un mariage rongé par l'acide de l'ambition et de l'indifférence. Mon père, Henri, n'avait pas fui, il s'était lassé d'une femme qui transformait chaque dîner en champ de bataille verbal. Et quand il avait rencontré Sophie, ma future belle-mère, ce n'était pas une conquête vulgaire, mais une renaissance. Sophie, avec ses courbes douces et son rire comme un carillon de Montmartre, avait apporté la paix dans la maison qu'il avait reconstruite dans le Marais, loin des hurlements de notre appartement exigu du 18e arrondissement. Pourtant, Claire me tenait en otage de sa colère. À 16 ans, j'avais choisi de passer plus de temps chez mon père, attiré par l'odeur de pain frais que Sophie faisait cuire le dimanche, par les promenades le long de la Seine où Henri me parlait d'architecture comme d'un rêve partagé. Traîtresse, avait craché Claire ce jour-là, en claquant la porte si fort que le plâtre avait saupoudré le sol comme de la neige sale. Depuis, nos relations étaient un fil tendu, prêt à rompre à chaque appel manqué, chaque cadeau ignoré. Mais j'aimais encore, malgré tout. Ou du moins, je l'avais cru jusqu'à cet anniversaire, mon 28e, qui avait tout changé. C'était un mardi de juin, l'air lourd de l'odeur des lilas qui envahissait les balcons parisiens. J'avais économisé pendant des mois pour ce foulard, soit pur de chez Hermès, mais customisé par mes soins dans un atelier de la rue des Abbesses. J'y avais brodé nos initiales entrelacées, CE, comme un pacte secret, un pont sur l'abîme. Pour que tu te souviennes que je suis toujours ta fille, lui avais-je dit en le lui tendant, les mains tremblantes, dans son petit salon encombré de vases ébréchés et de photos jaunies de nous deux, avant le divorce. Elle l'avait pris, l'avait déplié avec une moue sceptique. De la soie? Pourquoi faire? J'ai pas besoin de fanfreluche pour me rappeler qui je suis. Puis, d'un geste théâtral, elle avait arraché les fils brodés, les observant voler comme des papillons mutilés. Regarde ça, Élise. Tes petites fantaisies. Comme si un bout de tissu pouvait réparer ce que ton père a cassé. Et avant que je puisse protester, elle l'avait roulé en boule, froissé comme un vieux journal, et l'avait jeté dans la poubelle de la cuisine, où il atterrit sur des pelures d'oignons et des épluchures de roses fanées. Son rire avait résonné, aigu et blessant, comme une lame qui tranche la chair. Ramasse-le si tu veux, mais moi, j'en ai marre de tes aumônes. Je suis resté figé, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Pas de larmes non, pas devant elle. J'ai hoché la tête, murmuré un joyeux anniversaire quand même, et je suis parti, les rues de Paris se refermant sur moi comme une étreinte suffocante. Dans le métro, bercé par le ronron des rails, j'ai repensé à toutes ces années, les Noëls solitaires où elle buvait du champagne tiède en maudissant Henri, les anniversaires où mes cadeaux finissaient au grenier, oubliés jusqu'à ce qu'ils moisissent. Était-ce de l'amour, ce poison qu'elle distillait? Ou juste une chaîne pour me retenir près d'elle, loin de la rivale? Arrivé chez mon père, dans cet appartement aux murs crème et aux livres empilés comme des tours de Babel, Sophie m'a accueilli avec un thé à la menthe et un regard qui perçait les armures. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma grande? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant comme une confession. Elle a écouté, sans juger, ses yeux verts remplis d'une compassion qui n'était pas pitié, mais compréhension. « Ta mère. Elle souffre, Élise. Mais la souffrance n'excuse pas la cruauté. » Puis, avec un sourire espiègle,
elle a sorti une boîte à couture de son tiroir. Montre-moi ce foulard. On va le réparer. Et peut-être le rendre encore plus beau. Ce soir-là, sous la lumière tamisée d'une lampe art déco, nous avons recousu les fils, ajouté des perles discrètes qui scintillaient comme des étoiles sur la soie bleue nuit. Sophie racontait des anecdotes de son enfance à Lyon, de sa mère qui brodait des rêves sur des nappes de lin. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri un rire vrai, libérateur. Henri, rentrant tard d'un chantier à Belleville, nous a trouvés ainsi, complices, et a posé un baiser sur le front de chacune. Ma famille, a-t-il murmuré, et ce mot m'a enveloppé comme une couverture chaude. Mais au fond de moi, une graine germait. Pas de haine pure, non, quelque chose de plus subtil, de plus psychologique. Claire avait piétiné mon geste d'amour, je transformerais ce déchet en joyau pour une autre. Et quand elle l'apprendrait, ce ne serait pas la colère qui la rongerait, mais le regret, ce ver qui creuse les entrailles sans laisser de traces visibles. La revanche, à la française, n'est pas un coup de poignard, c'est un vin fin qui empoisonne goutte à goutte. Les jours suivants ont filé comme les pigeons de la place des Vosges. J'ai feint l'oubli, répondant vaguement à ses messages larmoyants, pardon pour l'autre jour, j'étais fatigué. Mais intérieurement, je planifiais. L'anniversaire de Sophie approchait le sien, pas celui de Claire, qui était passé comme un ouragan dévastateur. Sophie, cette femme de 50 ans qui avait transformé mon père en homme riant, méritait plus qu'un foulard. Elle méritait la preuve que l'amour pouvait renaître des ruines. Le matin de son anniversaire, je me suis levé aux aurores, le soleil filtrant à travers les voilages comme une promesse. J'ai enveloppé le foulard réparé dans un papier ivoire, noué d'un ruban vert olive sa couleur préférée, celle des oliveraies provençales où elle avait passé son enfance. À la table du petit déjeuner, entouré de croissants frais et de confitures maison, je le lui ai tendu. Pour toi, Sophie. Parce que tu m'as appris que les blessures peuvent devenir des broderies. Ses yeux se sont emplis de larmes quand elle l'a déplié, caressant les initiales OS et E, maintenant, entrelacées avec soin. Oh, Élise. C'est magnifique. C'est personnel. Elle l'a passé autour de son cou, la soie épousant sa peau comme une caresse. Henri a applaudi, et nous avons trinqué avec du café fumant. Ce moment, si simple, si lumineux, contrastait avec l'ombre de chez Claire. J'ai pris une photo, discrète, pour le souvenir et pour l'avenir. Mais le destin, ce farceur parisien, a conspiré plus vite que je ne l'imaginais. Le soir même, lors d'un dîner familial improvisé dans un bistrot du quartier latin, Claire a appelé. « Élise, passe me voir. » J'ai réfléchi. Sa voix était rauque, chargée de vin et de remords forcés. J'ai hésité, puis accepté. Après tout, la pièce n'était pas complète sans son public. Quand je suis arrivé, elle m'a serré dans ses bras, trop fort, trop longtemps. Je suis désolé pour le foulard. J'étais en colère contre ton père, pas contre toi. J'ai souri, détaché. Ce n'est pas grave, maman. J'en ai fait un autre. Et là, j'ai sorti mon téléphone, montré la photo de Sophie, radieuse, le foulard au cou. Son visage s'est décomposé comme un masque de plâtre qui craque. Que? Quoi? Tu l'as donné à elle? À cette voleuse? Les mots ont jailli, venimeux, et pour la première fois, j'ai vu non pas la colère, mais la peur de perdre la dernière emprise qu'elle avait sur moi. Elle n'est pas une voleuse, maman. Elle est ma famille. Et je suis parti, la laissant avec son verre vide et son regret naissant. C'était le début. Le poison coulait, lent et inexorable. Les semaines qui ont suivi ont été un ballet délicat de silence et de regards en coin, comme ces danses de salon où chaque pas cache une feinte. Claire, blessée dans son orgueil de matriarche déchue, a multiplié les appels, des messages larmoyants à 2 heures du matin, des invitations à des thés forcés dans des salons de thé du Marais qu'elle ne pouvait s'offrir qu'en sacrifiant un bouquet. Viens, ma chérie, parlons. Oublions cette folie avec Sophie. Mais je répondais toujours avec une politesse exquise, un bientôt, maman, qui la laissait suspendue au vide. Intérieurement, je bouillonnais. Pas de rage explosive non, la mienne était une colère froide, sculptée dans le marbre des humiliations accumulées. Je repensais à l'enfance, ces dimanches où elle me traînait à l'église de Saint-Sulpice, non pour prier, mais pour fulminer contre les pécheurs comme ton père. Ou ces Noëls où les cadeaux que j'offrais à Henri finissaient déchirés sous prétexte qu'il eût puisé l'hypocrisie.
Elle m'avait moulé à son image, une poupée de ressentiment, et maintenant, je brisais le moule. Sophie, elle, devenait mon encre. Nous passions des après-midi à flâner dans les allées du jardin des Tuileries, parlant de tout et de rien, de ses rêves avortés de devenir couturière, de mes ambitions de galeriste dans le 6e arrondissement. Tu sais, Élise, la famille n'est pas du sang. C'est du choix, me disait-elle un jour, en cueillant une fleur éclose dans un parterre. Ces mots s'enracinaient en moi, transformant le foulard en talisman, un symbole de loyauté volé à Claire. Henri, quant à lui, naviguait entre deux eaux, maladroit comme un architecte qui rate ses fondations. Ta mère. Elle t'aime, à sa façon, tentait-il lors de nos dîners. Mais je voyais Claire, il culpabilisait encore, 10 ans après le divorce, payant des pensions qui servaient plus à apaiser sa conscience qu'à nous nourrir. Et toi, papa? As-tu regretté de partir, lui demandai-je un soir, devant un feu de cheminée qui crépitait comme des mensonges non dits. Il baissa les yeux, alluma une cigarette vis rare, vestige de ses nuits blanches. Chaque jour, Élise. Mais rester aurait été la mort pour nous tous. Cette confession a ouvert une brèche. Pour la première fois, j'ai vu mon père non comme le traître de Claire, mais comme un homme piégé dans un mariage toxique. Sophie n'était pas la maîtresse, elle était le salut. Et moi, j'étais le pont, ou plutôt, le saboteur qui dynamitait l'ancien pour en construire un nouveau. La première fissure majeure est survenue lors d'un déjeuner familial forcé, orchestré par Claire pour réconcilier tout le monde. Elle avait choisi un restaurant modeste près de la Bastille, avec des nappes à carreaux et des vins empichés à un terrain neutre, pensait-elle. J'y suis allé, le foulard de Sophie noué autour de mon poignet comme un bracelet de défi. Quand elle est arrivée, flanquée de tantes lointaines qui jacassaient sur les ragots du quartier, son regard s'est rivé sur le tissu. C'est ça, a-t-elle balbutié, la voix chevrotante. Oui, maman. Il lui va à ravir. J'ai souri, servant du vin à Sophie qui, élégante dans sa robe chasuble, hochait la tête poliment. Claire s'est assise, raide comme un piquet, et le repas a viré au vinaigre dès l'entrée. Tu sais, Sophie, que Élise et moi, on a des souvenirs que tu ne pourras jamais effacer, a lancé Claire, piquant dans sa salade niçoise avec une fourchette qui grinçait. Sophie a répondu calmement, les souvenirs ne s'effacent pas, Claire. Ils s'enrichissent. Mais Claire n'entendait que la menace. Enrichissent? Avec tes petits foulards volés? Tu crois que tu peux acheter l'affection de ma fille? Le silence est tombé comme une guillotine. Les tantes ont toussé, Henri a marmonné quelque chose sur le beau temps. Moi, j'ai senti le feu monter au pas, le sien, le mien. Ce n'est pas volé, maman. C'est donné. Et toi, tu l'as jeté. Les mots ont claqué, net, et pour la première fois, j'ai vu ses yeux s'embuer non de colère, mais de vulnérabilité. J'étais en colère contre Henri. Pas contre toi. Excuse usée, refrain familier. Mais cette fois, je n'ai pas pardonné. La colère n'excuse rien. Elle détruit. Le déjeuner s'est achevé dans une gêne palpable, Claire quittant la table en prétextant un mal de tête. Dans la rue, sous le soleil implacable de l'été parisien, Sophie m'a serré l'épaule. Tu as été courageuse. Courageuse? Ou cruelle? La ligne est fine, et je marchais dessus comme sur un fil de soie tendu au-dessus du vide. Ce soir-là, seul dans mon petit studio près de la Sorbonne, j'ai ouvert un carnet, un rituel hérité de Sophie, qui notait ses rêves comme des plans d'architecte. J'y ai consigné les détails, les expressions de Claire, ses silences lourds, la façon dont ses mains tremblaient autour du verre. La revanche n'était plus instinctive, elle devenait calculée, une thérapie psychologique où j'étais à la fois patiente et analyste. Je voulais qu'elle ressente le poids de ses actes, non par violence, mais par miroir, lui montrer que l'amour rejeté trouve toujours un autre foyer, et que le regret est le plus cruel des geôliers. Bientôt, une opportunité s'est présentée, empoisonnée comme un coquelicot dans un bouquet de marguerites. Claire m'a invité à son anniversaire de renaissance 48 ans, célébré dans un bar à vin du canal Saint-Martin, avec des amis bohèmes qui fumaient des cigarettes roulées et parlaient de Sartre comme d'un vieil amant. Viens seul, sans eux, avait-elle insisté. J'y suis allé, portant sous le bras un nouveau cadeau, un album photo, compilé de clichés volés à la vie chez mon père. Des rires, des dîners, Sophie et moi en train de danser sur du Piaf lors d'une soirée improvisée. Pour te rappeler les bons moments, lui ai-je dit en le lui tendant. Elle l'a feuilleté, page après page, son visage passant du rose au blanc.
C'est ça ta vie maintenant? Avec elle? Sa voix était un fil, prêt à se rompre. Oui, maman. Et c'est beau. Les amis autour ont senti la tension, se sont éclipsés vers le bar. Claire a fermé l'album d'un coup sec. Tu me punis, n'est-ce pas? Pour le foulard. Pour tout. J'ai nié, doucement, non, je vis. Mais dans ses yeux, le doute s'était installé ce doute qui ronge l'âme, qui fait douter de chaque choix passé. Dehors, le canal scintillait sous les lumières des péniches, indifférent aux drames humains. Je suis rentré à pied, l'air frais de la nuit effaçant la sueur de la confrontation. La graine avait germé, la plante poussait, ses racines s'enfonçant dans les failles de son cœur. Bientôt, le regret fleurirait, et Paris, témoin muet, applaudirait en silence. L'automne est arrivé à Paris comme un amant mélancolique, drapant les boulevards d'Haussmann de feuilles ocre et d'une brume qui adoucissait les angles des immeubles haussmanniens. Ma vie, elle, s'emballait dans un tourbillon de changements, une promotion à la galerie d'art où je travaillais, des expositions sur l'art brut qui me rappelaient la raunesse de mes propres émotions. Sophie m'avait encouragé à postuler, montre-leur ton œil, Élise. C'est ton super pouvoir. Et pour la première fois, je me sentais vu au vraiment vu, pas à travers le prisme déformant de la rancune maternelle. Claire, de son côté, sombrait. Ses appels se faisaient plus sporadiques, mais plus intenses, des monologues nocturnes où elle déversait son amertume comme un vin aigre. Ton père m'a volé ma jeunesse, et maintenant, toi, tu lui donnes tout. Je l'écoutais, passive, laissant ses mots s'empiler comme des dettes impayées. Psychologiquement, c'était fascinant observer comment le rejet qu'elle avait infligé se retournait contre elle, amplifié par le miroir de mon indifférence. Freud aurait jubilé, le retour du refoulé, en version familiale explosive. Un soir de novembre, pluvieux et venteux, elle a franchi une ligne. J'étais chez mon père pour un dîner de pot-au-feu, l'odeur réconfortante de carottes et de lard fumé emplissant l'air. Mon téléphone a sonné au clair, encore. Viens me voir. Immédiatement. C'est important. Sa voix tremblait, pas de colère, mais d'urgence. Contre l'avis de Sophie, qui fronçait les sourcils, je suis parti. Son appartement, dans le 18e, était un chaos organisé, des fleurs flétries sur la table, des bouteilles vides alignées comme des soldats vaincus. Regarde ça, a-t-elle dit en me tendant une lettre froissée. C'était de mon père une notification formelle, il cessait les paiements supplémentaires pour ses dépenses imprévues, arguant que la pension légale suffisait. Il me laisse crever. Et toi, tu le laisses faire. Ses yeux, rougis par les larmes et l'alcool, me transperçaient. J'ai lu la lettre, neutre sur le papier, mais lourde de sous-texte. Henri, lassé des chantages émotionnels, coupait les cordons. Ce n'est pas à moi de décider, maman. Ma voix était calme, clinique. Elle s'est effondrée sur une chaise, les mains dans les cheveux. Tout est de sa faute. Il m'a brisé, et maintenant, il te monte contre moi avec ça. Ça catin. Le mot a claqué, vulgaire, et quelque chose en moi a basculé. Pas la douleur j'étais vacciné mais une clarté froide. Sophie n'est pas une catin. Elle est la femme qui m'a donné une mère quand tu as choisi la haine. Le silence qui a suivi était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge bon marché. Claire a levé la tête, son visage un masque de dévastation. Tu me détestes? J'ai hésité, pesant le poids de la vérité. Non, maman. Je te plains. Parce que tu as tout jeté l'amour, la famille comme ce foulard dans la poubelle. Et maintenant, tu vois ce que ça fait de rester seul avec tes regrets. Je suis parti sans un regard en arrière, la pluie martelant les pavés comme des applaudissements moqueurs. Chez mon père, Sophie m'attendait avec une tasse de tisane à la camomille. Ça va, a-t-elle demandé, sa main sur la mienne. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, la machine de la revanche tournait à plein régime. Claire avait touché le fond, il était temps de la pousser plus bas, non par cruauté gratuite, mais par justice poétique lui faire goûter l'amertume qu'elle distillait depuis des années. L'idée a germé lors d'une exposition à la galerie, une série de photos sur les objets perdus, des reliques quotidiennes chargées d'histoires invisibles. J'ai pensé à nos cadeaux, ces symboles jetés, recyclés, transformés. Pourquoi ne pas en faire un rituel? J'ai contacté un artisan du sentier, spécialisé dans les bijoux upcyclés, et lui ai confié des fragments du foulard original, un bout de soie déchiré par Claire, recousu avec des perles et monté en pendentif. Pour Sophie,
ai-je dit, mais en réalité, c'était une arme déguisée. Noël approchait, cette saison qui, à Paris, mélange joie factice et solitude criante. J'ai organisé une petite fête chez nous, guirlandes lumineuses sur les balcons, un sapin orné de boules artisanales, du vin chaud qui embaumait la cannelle. Claire n'était pas invitée ou pas explicitement. Mais je lui ai envoyé une carte, avec une photo de la fête en préparation, joyeux Noël, maman. Souhaites-tu venir? Elle a répondu par un oui laconique, et j'ai su qu'elle viendrait, attirée par le masochisme du regret. La soirée était parfaite, rire, chant de Carole revisité en jazz manouche, Henri au piano improvisant des airs de Gainsbourg. Sophie, rayonnante dans une robe rouge, portait le pendentif neuf autour du cou, le fragment de soie scintillant comme un trophée. Quand Claire est arrivée, emmitouflée dans un manteau usé, son regard s'est rivé dessus. C'est du foulard, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Oui. J'ai sauvé ce qui restait. Pour en faire quelque chose de beau. Les mots étaient doux, mais le sous-entendu acéré. Elle s'est figée, les lèvres tremblantes, tandis que les invités ou des collègues, des amis ont continué à trinquer, inconscients du drame. Tu me hais, a-t-elle répété, plus affirmation que question. Je l'ai prise à part, dans la cuisine au mur carrelé de faïence blanche. Non, maman. Je vis. Et toi? Quand vas-tu arrêter de te noyer dans le passé? Ses larmes ont coulé alors, silencieuses, sur ses joues pâles. Je regrette tout. Le foulard, les mots, la colère. C'était le premier aveu vrai, arraché non par force, mais par le miroir impitoyable de mes actes. Je l'ai serré dans mes bras brièvement, comme on console un étranger. Le regret est un début. Mais il faut agir. Elle est repartie peu après, prétextant la fatigue, mais je savais, le poison avait fait son œuvre, creusant un vide qu'aucun vin ne comblerait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai écouté la pluie contre les carreaux, et pour la première fois, un doute m'a effleuré. Était-ce de la vengeance, ou de la guérison? La psychologie humaine est un puzzle aux pièces irrégulières, on assemble, on démonte, et parfois, on se blesse soi-même dans le processus. Mais pour l'instant, le jeu continuait, et Paris, avec ses lumières tamisées, conspirait avec moi. L'hiver parisien s'est installé pour de bon, avec son manteau de givre qui recouvrait les fontaines de la Concorde et transformait les cafés en bulles de chaleur précaires. Ma relation avec Claire oscillait maintenant entre trêves fragiles et escarmouches sporadiques, des déjeuners tendus où elle tentait de recoller les morceaux avec des anecdotes d'enfance, mais où ses yeux glissaient toujours vers mon cou, cherchant l'ombre du foulard absent. « Tu es heureuse, vraiment ?» demandait-elle, et je répondais oui, avec un sourire qui masquait le calcul sous-jacent. Mais la revanche, cette maîtresse exigeante, réclamait plus. J'avais lu des traités de psychologie Fromm sur l'amour destructif, ou les études sur le narcissisme maternel et j'en tirais une leçon, pour briser un cycle, il faut exposer les rouages. Claire se voyait comme la victime éternelle, je devais lui montrer le bourreau en elle. L'occasion s'est présentée avec l'anniversaire de mon père, un événement qu'elle n'avait pas manqué depuis le divorce, infiltrant nos fêtes comme un fantôme bienveillant ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. J'ai préparé le terrain avec soin. Sophie et moi avons décoré l'appartement, des lanternes papier pour un air festif, une table dressée avec des fromages affinés et du champagne de Reims. J'ai invité une vingtaine de personnes, amis, collègues d'Henri et, bien sûr, Claire. Mais cette fois, le clou du spectacle, un diaporama projeté sur le mur blanc du salon, chronologie visuelle de notre famille recomposée. Des photos anodines en surface, des vacances à Deauville, des Noëls joyeux, Sophie et moi en randonnée dans les Alpes. Mais intercalés, subtils, des captures d'écran de messages les siens, ceux où elle m'avait traité de traîtresse, où elle avait dénigré Sophie comme une opportuniste. Quand elle est arrivée, élégante dans un tailleur noir qui jurait avec son humeur sombre, tout était prêt. Les invités riaient déjà, le vin coulait. Henri l'a embrassée sur la joue, mal à l'aise. Content de te voir, Claire. Elle a souri, crispée, et s'est assise près de moi. Puis, les lumières ont baissé, et le diaporama a commencé. Les premières slides, innocentes, chaleureuses. Regarde comme on était mignon, ai-je commenté, pour la détendre. Puis, la diapositive fatidique, une capture de son message post-foulard, ne revient plus avec tes cadeaux empoisonnés de cette maison. Le silence s'est abattu comme une enclume. Les invités, sentant la tension, ont murmuré, détourné les yeux. Claire s'est levée d'un bond, le visage cramoisi. C'est quoi ce cirque, Élise?
Tu exposes ma vie comme un vulgaire tableau? Sa voix chevrotait, un mélange de fureur et de panique. J'ai gardé mon calme, le cœur battant. Ce n'est pas ta vie, maman. C'est la mienne. Et celle de tous ici. Pour qu'on se souvienne vraiment. Henri a éteint le projecteur, Sophie a servi un verre d'eau. Mais le mal était fait. Claire a attrapé son manteau, titubant vers la porte. Vous êtes tous des monstres. À m'humilier comme ça. Ces mots ricochaient sur les murs, mais dans ses yeux, je voyais le vrai monstre, le sien, reflété. Dehors, la neige tombait, première de la saison, effaçant les traces de pas comme des péchés. Les jours suivants, le téléphone a sonné sans relâche pas elle, mais des oncles, des tantes, relayant ses crises. Ta mère est effondrée, Élise. Elle parle de thérapie. Thérapie? L'idée m'a fait sourire, amère. Elle, qui avait toujours moqué les psys de pacotille, se tournait vers l'introspection forcée. J'ai répondu poliment, mais intérieurement, triomphait. La revanche psychologique atteignait son apogée, non la destruction physique, mais l'érosion de l'ego, forçant à affronter le chaos intérieur. Pourtant, un soir, seul avec Sophie devant un feu de cheminée, le doute a ressurgi. Ai-je été trop loin, ai-je murmuré, fixant les flammes qui dansaient comme des démons intimes. Elle a posé sa main sur la mienne, chaude, rassurante. La vérité blesse, Élise. Mais le mensonge tue à petit feu. Tu lui as donné un miroir, à elle de s'y regarder. Ces mots, imprégnés de sagesse provençale, m'ont apaisé. Sophie n'était pas seulement une belle-mère, elle était une psy sans diplôme, une encre dans la tempête. Claire a fini par appeler au pas pour accuser, mais pour supplier. Rencontrons-nous. Sans public. Juste toi et moi. J'ai accepté, choisissant un café anonyme près du Pont-Neuf, où la scène murmurait des confidences aux arches de pierre. Elle est arrivée en retard, les traits tirés, un foulard anonyme, bon marché autour du cou. J'ai vu un thérapeute, a-t-elle avoué, les yeux baissés sur son café noir. Il dit que je suis coincé dans la colère. Que je t'ai perdu parce que je t'ai tout fait. C'était l'aveu que j'attendais, nu, dépouillé. Pas de larmes théâtrales, juste une femme brisée, confrontée à son reflet. Pourquoi, maman? Pourquoi as-tu jeté tant de choses, ai-je demandé, la voix douce mais ferme. Elle a haussé les épaules, vaincue. La peur, je crois. Peur de te perdre comme j'ai perdu ton père. Alors j'ai tout détruit d'avance. Psychologie basique, mais profonde dans sa simplicité. Le regret, enfin, suintait de chaque pore. Nous avons parlé des heures pas pour pardonner, pas encore, mais pour disséquer. Elle a évoqué son enfance à la campagne normande, une mère dure qui jetait les jouets inutiles. Cycle vicieux, transmis comme un héritage maudit. Moi, j'ai partagé mes blessures, les nuits à pleurer dans mon oreiller, la culpabilité d'aimer deux familles. À la fin, en nous quittant sous un ciel étoilé, elle m'a serré la main. Merci pour le miroir, Élise. Ça fait mal, mais ça guérit. Était-ce la fin de la revanche? Pas tout à fait. Mais c'était un pivot, de la destruction à la reconstruction. Paris, avec ses ponts qui relient les rives opposées, m'a semblé soudain plus vaste, plus forgivigne. Le printemps a éclaté à Paris comme une promesse tenue, les cerisiers du champ de Mars fleurissant en un nuage rose qui adoucissait les contours de la tour Eiffel. Ma vie, elle, entrait dans une phase de reconstruction prudente, des ateliers de broderie avec Sophie, où nous cousions non seulement des tissus, mais des liens, des promenades avec Henri le long du boulevard Saint-Germain, discutant de projets d'un voyage en Toscane, peut-être, pour refermer des chapitres. Claire, transformée par sa thérapie, envoyait des messages sporadiques, des photos de ses nouvelles compositions florales, des invitations timides à des expos. Mais la psychologie humaine est traîtresse, les vieilles habitudes ressurgissent comme des mauvaises herbes dans un jardin impeccablement taillé. Un après-midi de mai, lors d'une visite à son fleuriste, j'ai trouvé Claire changée, plus sereine, certes, mais avec une lueur dans l'œil ou une détermination nouvelle, presque combative. J'ai rencontré quelqu'un, m'a-t-elle annoncé, en arrangeant un bouquet de pivoine. Un veuf, professeur de littérature à la Sorbonne. Il dit que je mérite une seconde chance. Félicitations étaient de mise, et je les ai prononcées, sincères. Pourtant, un malaise persistait. Était-ce la guérison, ou une contre-attaque? Les semaines suivantes l'ont révélé, des invitations conjointes,
des dîners à 4 où elle exhibait son nouveau compagnon comme un trophée, subtilement comparant sa stabilité à l'instabilité d'Henri. Il ne partirait jamais, lui, lâchait-elle, un sourire en coin. Le regret s'estompait, la revanche prenait une tournure inverse. J'ai ressenti la piqûre au pas jalouse, mais vigilante. La thérapie avait guéri ses plaies, maintenant, elle testait les miennes. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, sous un soleil filtré par les feuilles, elle a poussé plus loin, tu sais, Élise, Sophie est gentille, mais elle n'est pas ta mère. Moi, je le suis. 100%. Les mots, doux amers, visaient le cœur de ma loyauté divisée. Sophie, assise à côté, a serré ma main sous la nappe, mais j'ai vu la fêlure, Claire reprenait du terrain, usant de la biologie comme arme psychologique. La nuit, insomniaque, j'ai ruminé. La revanche initiale avait été cathartique, mais incomplète. Elle avait goûté au regret, maintenant, elle le balayait. Il fallait un rappel au pas destructeur, mais incisif, un scalpel plutôt qu'une hache. L'idée a surgi d'une conversation avec mon thérapeute. Oh oui, j'en avais un maintenant, ironie du sort, un exercice de miroir mutuel. Exposez vos vulnérabilités, conseillait-il. Et si je lui montrais les miennes, pour qu'elle voie les cicatrices qu'elle avait infligées? J'ai organisé un atelier, mémoire en fil et en soie, un événement à la galerie, où des artistes recréaient des objets perdus en art textile. J'ai invité Claire, en solo un geste de paix. Elle est venue, curieuse, son veuf en remorque. L'atelier bourdonnait, des femmes d'âge varié cousant des mémoires sur Canva, partageant des histoires de perte et de renaissance. J'ai pris la parole, voix ferme, cet objet, ce foulard, a été jeté. Par colère, par peur. Mais recousu, il est devenu un talisman d'amour nouveau. Les regards se sont tournés vers Claire, qui rougissait. Puis, j'ai sorti une nouvelle pièce, un panneau brodé, géant, narrant notre saga en motif le déchirement, la poubelle symbolisée par des fils noirs, la renaissance en perles dorées. C'est pour toi, maman. Pas pour punir, mais pour honorer. Nos cicatrices, cousues ensemble. Les larmes ont coulé, collectives, les participantes ont applaudi, touchées par la vulnérabilité partagée. Claire s'est approchée, doigts tremblants sur le tissu. C'est beau. Et dur. Son veuf a hoché la tête, impressionné. Ce moment a marqué un tournant. Pas de cris, pas de rejet, juste une confrontation artistique, où la psychologie se muait en catharsis collective. Plus tard, autour d'un verre de cidre, elle m'a confié, j'ai peur de tout gâcher encore. Avec lui, avec toi. J'ai répondu, la peur est humaine. Mais l'action la vainc. Pour la première fois, nous rions ensemble un rire fragile, mais vrai. Pourtant, la profondeur de l'âme humaine réserve des abysses. Quelques jours plus tard, un appel nocturne, Claire, en sanglots. Il m'a quitté. Il dit que je suis trop compliqué. À cause de mon passé. Le cycle recommençait? Non, cette fois, elle n'accusait pas, elle analysait. C'est moi, Élise. Mes ombres que je traîne. J'ai écouté, conseillant sans juger, et au matin, nous avons marché ensemble le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau comme des regrets obsolètes. La revanche s'estompa, transmutée en empathie. J'avais gagné non en la brisant, mais en la reconstruisant ou nous reconstruisant. Paris, éternelle observatrice, fleurissait avec nous. L'été est revenu à Paris, torride et langoureux, transformant les terrasses des cafés en oasis de sueur et de confidence. Ma relation avec Claire avait muté, plus de non-dits, des appels quotidiens où l'on disséquait non les fautes passées, mais les rêves futurs. Elle avait repris son fleuriste avec une vigueur nouvelle, infusant ses bouquets d'une poésie qu'elle puisait dans des lectures de Prévert. Les fleurs, comme les gens, ont besoin de lumière pour s'épanouir, me disait-elle, et je hochais la tête, reconnaissant l'allégorie. Sophie et Henri, témoins discrets, observaient avec un mélange de soulagement et de prudence. Lors d'un barbecue dans le jardin suspendu d'un ami à Passy, Henri m'a prise à part, tu as fait un miracle, Élise. Ou peut-être juste de la magie noire qui s'est purifiée. J'ai ri, mais intérieurement, je savais, la psychologie de la revanche est un feu d'artifice éblouissant, destructeur si mal canalisé, mais capable de illuminer les ténèbres. Pourtant, le climax inattendu est survenu en août, lors d'un voyage familial en Normandie, ironie du sort, là où Claire avait grandi. Nous étions tous, Henri, Sophie, Claire et moi, entassés dans une maison de famille au volet bleu,
face à la mer qui rugissait comme un vieux lion. Les premiers jours ont été idylliques, baignade dans l'eau froide de Deauville, partie de Scrabble où Claire trichait avec un sourire espiègle. Puis, une tempête a éclaté littérale et figurative. La pluie martelait les vitres quand Claire a sorti une boîte, poussiéreuse, du grenier. Des lettres. De ton père, avant le divorce. Elle les a étalées sur la table, page jaunie couverte d'une écriture serrée. Henri s'est raidi, Sophie a discrètement préparé du thé. Lisez, a dit Claire, voix ferme. C'étaient des aveux, ses doutes, ses amours pour une autre vie, mais aussi son amour persistant pour elle ou nous. Je n'ai pas tout jeté, a-t-elle murmuré. J'ai gardé ça. Pour me rappeler que j'ai eu ma part de faute. Le silence a suivi, lourd comme l'air salin. Henri a pris une lettre, les yeux humides. J'aurais dû en écrire plus. Sophie a ajouté doucement, et j'aurais dû arriver plus tôt. Moi, j'ai vu le tableau complet, pas de héros ou de vilains, juste des humains écorchés, cousus de regrets et d'espoir. On recommence, ai-je dit. Pas en effaçant, mais en brodant par-dessus. La tempête dehors s'est apaisée, et avec elle, la nôtre. Nous avons brûlé quelques lettres symboliquement, dans un brasero de plage et gardé les autres comme talisman. Claire m'a offert un nouveau foulard, brodé de ses mains maladroites, nos initiales, entrelacées avec celles de Sophie. Pour toutes les mères, a-t-elle dit. Je l'ai noué autour de mon cou, la soie chaude contre la peau. De retour à Paris, la vie a repris son cours, expositions, bouquets, architectures inachevées. Le regret de Claire? Il persistait, mais fertilisé en croissance. La mienne? Dissoute dans la compréhension que la vraie revanche est le pardon pas oublié, mais choisi. Et ainsi, dans cette ville de lumières éternelles, j'ai appris que les cadeaux jetés peuvent renaître, plus forts, plus beaux. Fin, ou plutôt, début.